un des sujets les plus sensibles de la révision de la loi bioéthique à venir est celui de la possibilité pour une femme de décider, de souhaiter et de décider de conserver pour elle-même ses ovocytes. Et donc ça fait l'objet entier d'une table ronde pour laquelle Joëlle Belaïch, qui est gynécologue obstétricienne et chef de service à Paris d'un service de gynécologie obstétrique, mais également d'un service d'aide médicale à la procréation, a réuni autour d'elle une palette de spécialistes exceptionnels que je lui laisse vous présenter. Joëlle, tu as la parole. Merci beaucoup Israël, bonjour à tous. Merci d'avoir choisi ce sujet dont je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas un peu le négligé des révisions de la loi de bioéthique qui va sûrement privilégier l'embryon bien sûr, l'AMP pour tous, et je suis heureuse qu'on puisse parler de ce sujet aujourd'hui. Je remercie tout spécialement tous les orateurs qui m'entourent. Alors dans l'ordre, donc Manon Vial, chacun se présentera un peu plus après, qui va jouer le rôle du grand témoin et qui parlera donc en deuxième position. Pierre Joannet, qui va parler en son nom et au nom de l'Académie de médecine, mais en son nom, du rapport de l'Académie de médecine. Corinne Thébault, de la mission Les Maternelles, que tout le monde connaît bien sûr, qui nous parlera un peu des médias, des femmes et de ce que pensent les jeunes femmes. Frédéric Cutten, qui était membre du comité d'éthique de 2013 à 2017 et qui était donc à participer à l'avis plutôt négatif et qui nous expliquera pourquoi. Et enfin Louis Bujan, qui est ancien président des SECOS, qui parlera lui aussi en son nom et nous expliquerons chacun pourquoi on peut être pour, on peut être contre. Et nous avons prévu qu'il y ait une bonne heure de discussion pour pouvoir envisager largement les questions que pose ce sujet. Alors, tout d'abord, pourquoi ce sujet ? On le sait, le désir d'enfant est de plus en plus tardif, mais pas uniquement pour des raisons de carrière des femmes. On dit toujours les femmes veulent faire carrière, veulent faire des études. Grâce à la pilule, elles ont pu repousser l'âge de la première grossesse. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Nous le savons tous. Il y a la société, bien sûr. Il y a le fait qu'il faut le temps de rencontrer, alors je ne sais plus si on peut dire le prince charmant, l'homme de sa vie. Chaque fois, il y a un de ces messieurs qui me reprend. Donc je dirais plutôt l'homme avec qui elles ont envie de faire un enfant. Et encore faut-il que cet homme-là ait envie de s'engager. Et ça, toutes les études montrent que c'est un des motifs majeurs des femmes pour pouvoir faire une autoconservation, n'avoir pas rencontré l'homme avec qui faire un enfant. La fertilité de la femme, celle de l'homme aussi, même si on le sait moins, chute avec l'âge. Le temps est clairement l'ennemi des femmes pour de multiples raisons, mais en matière de fertilité, c'est évident. De plus, contrairement aux idées reçues, l'AMP n'est pas une baguette magique qui va rajeunir les femmes. Plus la femme vieillit, plus le taux de succès chute en AMP. Grosso modo, on peut dire que 20% des tentatives d'AMP vont se terminer par un accouchement. C'est beaucoup ou c'est peu, moi je trouve que c'est déjà assez génial, une femme sur 5. Mais que ces statistiques ne veulent pas dire grand-chose parce que tout est fonction de l'âge de la femme. Si la femme a 30 ans, on est plutôt à 27%. Si la femme a 40 ans, on est plutôt à 9% d'accouchement. Si la femme a 42 ans, à 5 et à 43 ans, 3%. Donc clairement, l'AMP ne va pas rajeunir les ovaires. Donc, aucun traitement, en fait, ne peut rajeunir les ovaires. Donc, aux femmes de la quarantaine, très nombreuses, qui viennent nous voir dans le cadre de leur désir d'enfant, très souvent, on est amené à leur dire, bah, écoutez, voilà, on n'a pas de solution, vos ovaires ont vieilli, si on peut tenter parfois une FIV ou on ne peut pas selon les résultats et le bilan de la femme. Et donc, la seule chose qu'on propose en France, c'est le don d'ovocytes. Le don d'ovocytes, dès qu'on en parle, tout le monde pense aux difficultés, au fait qu'on a peu de donneuses dans notre système anonyme et gratuit. Et puis on oublie volontiers que ce sont aussi des grossesses à très haut risque. On le sait, c'est une greffe complètement, l'enfant dans ces cas. Et il y a plus d'hypertension, plus de problèmes multiples de tension. Même si les enfants vont bien, les grossesses, elles sont à haut risque. Et puis, les femmes ont le droit de préférer un enfant génétiquement leur. Or, il existe une alternative. L'alternative, ce serait justement à ces femmes de la quarantaine qui n'ont pas pu exaucer leur désir d'enfant au moment où elles le voulaient, qui au moment où elles arrivent s'entendent dire que c'est trop tard, on pourrait leur proposer, si cela avait été fait avant, de récupérer des ovocytes congelés antérieurement, leurs propres ovocytes. Et c'est le sujet de ce jour. En quoi consiste cette autoconservation ovocytaire ? C'est à la fois simple et compliqué.
Ça veut dire qu'au moment où la femme est encore fertile, dans l'idéal avant 35 ans ou à 35 ans, elle bénéficierait d'une stimulation de l'ovulation, avec les médicaments, les dosages, les échos, tout comme pour une FIV classique, puis d'une ponction sous anesthésie locale ou générale pour recueillir ces ovocytes, et que les 10 ovocytes soient ensuite congelés, vitrifiés. Ensuite, quand à la quarantaine, avec un âge limite qu'il faudra obligatoirement fixer, 45, on en reparlera dans la discussion, quand la femme a rencontré l'homme avec qui elle a un projet parental, elle pourrait reprendre ses ovocytes, on les décongèle et on lui transférerait les embryons ainsi obtenus. En pratique, il y a des arguments pour et il y a des arguments contre, et c'est le sujet de la table ronde. Les arguments pour, c'est le recul de l'âge du désir d'enfant. C'est un phénomène inéluctable et on peut dire, oui, il suffit d'améliorer les crèches, de permettre aux femmes qui étudient de faire leurs enfants. On sait tous que dans la vraie vie, c'est pas franchement possible. Il y a l'allongement de la durée de la vie, il y a l'autorisation de la vitrification. Cette question se pose maintenant parce que cette nouvelle technique de congélation permet de vitrifier les ovocytes avec de bien meilleurs résultats que les techniques de congélation lente. Il y a le fait qu'il y a quand même une pénurie de dons d'ovocytes. Il y a le fait que toutes nos campagnes pour expliquer aux femmes que ça n'est pas un enfant quand je veux, mais un enfant quand je peux, grosso modo, ça n'a pas marché. Nos filles font quand même toutes des enfants nettement plus tard. Il y a quand même l'égalité homme-femme. Les hommes peuvent, ce sera l'objet d'une controverse, je le sais, mais assez facilement quand même, congeler leur sperme et le conserver. Il y a le fait que finalement, mieux vaut ses propres ovocytes que ceux d'une autre femme si cela devient possible. Mais il y a des arguments contre, c'est sûr. Au premier plan desquels il y a l'inégalité sociétale. Est-ce que ça va être payant? Qui va payer? Les risques. Alors les risques, là, on peut le mettre de côté parce que les risques de la stimulation, de la ponction, ils ont été estimés dans une grande étude espagnole à moins de 1%. Il y a le coût et qui va le prendre en charge. Il y a le faux espoir. Ce n'est pas des bébés, c'est heureux qui sont au congélateur. Ce ne sont que des ovocytes. On sait à peu près que si on a 10 ovocytes avant 30 ans, on a quand même 60% de chance d'avoir une naissance. Mais que si c'est 10 ovocytes, après 35 ans, il n'y a plus que 30%. Et puis, il y a le grand risque. Est-ce qu'on risque ainsi d'encourager les grossesses de plus en plus tardives qui sont, c'est clair, à risque pour l'enfant, pour la femme, C'est une certitude. Est-ce qu'on risque d'avoir une pression de l'employeur si l'autoconservation est possible, qui dira « Madame, faites votre boulot d'abord et les enfants plus tard » J'y crois pas, mais c'est vrai que tout ça, ce sont des questions dont on va débattre. Mais, et cette fois-ci, je vais maintenant vous donner mon avis. Pourquoi ne pas laisser la femme décider librement de conserver ou non ses ovocytes? Cela est possible de l'autre côté de toutes nos frontières ou presque. De quel droit a-t-il été décrété que cette technique est illégale en France? Et surtout, de façon plus générale, je m'interroge toujours sur ce que vaut une loi qui n'est valable que d'un côté de la frontière. Les vraies lois universelles, elles sont universelles, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Les lois qui sont d'un côté de la frontière et pas de l'autre côté incitent à les transgresser. Et c'est bien ce qui se passe pour la conservation. Alors en quoi, en fait, et c'est là une des questions encore qu'on va poser à la table ronde, la société est-elle vraiment concernée? S'il y a un âge limite, en quoi la société doit-elle décider? Je pense qu'il y a un domaine vrai, c'est la prise en charge financière. Mais pour moi, je pense vraiment que l'autoconservation devrait être autorisée, qu'il n'y a pas de raison valable de l'interdire, et il ne persiste à mes yeux que deux questions de taille cependant. La première, qui doit la prendre en charge? Et la deuxième, qui est probablement la seule vraie question éthique, comment l'autoriser sans l'encourager? Voilà le base de notre discussion et je vous remercie et je vais passer la parole à Manon Vial qui est le grand témoin aujourd'hui. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs de m'avoir invité à cette table ronde. Donc je vais vous parler d'un travail de recherche qui ne porte pas directement sur le sujet de l'autoconservation des ovocytes, mais qui permet, il me semble, tout de même de l'éclairer ou du moins de le questionner. Il s'agit d'une recherche que j'ai menée dans le cadre de mon doctorat de sociologie qui portait sur le traitement en AMP en France de l'infertilité féminine liée à l'âge, c'est-à-dire une infertilité liée à l'altération naturelle de la réserve ovarienne qui apparaît en raison du vieillissement, autrement dit avec l'avancée dans les âges. Il a déjà été rappelé au cours de tables rondes précédentes que pour différentes raisons, comme l'allongement de l'espérance de vie ou encore le processus d'égalité entre hommes et femmes, que l'âge à la première maternité recule.
En quelques chiffres, en France, il était de 28,5 ans en 2015, c'est-à-dire 4,5 ans de plus qu'en 1974. Et les naissances provenant des femmes de plus de 40 ans représentaient 5% de l'ensemble des naissances en 2013, contre 1,1% en 1980. Dans ce contexte d'évolution, il y a donc de plus en plus de femmes âgées de 40 ans ou plus qui se tournent vers l'AMP, puisqu'en raison de l'altération physiologique de leur réserve ovarienne, elles ont des difficultés à procréer. Mais ces demandes de prise en charge se situent à la limite du cadre légal de l'AMP et questionnent donc fortement la frontière entre le permis et l'interdit dans l'accès à ces techniques. Depuis les lois de bioéthique de 1994, et comme cela a été reconduit en 2004 puis 2011, il est précisé que pour être pris en charge en AMP, la dimension pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiquée et qu'il faut être en couple hétérosexuel, vivant et en âge de procréer. Autrement dit, pour être pris en charge, il faut être en capacité théorique de pouvoir se reproduire naturellement, mais en incapacité pratique de le faire en raison d'une pathologie quelconque. En dehors de ce cadre, les demandes sont considérées comme illégitimes, voire comme relevant de la convenance personnelle. C'est ainsi que les femmes seules, en couple homosexuel ou les femmes âgées ne peuvent accéder à l'AMP en France. L'objectif de mon travail de thèse était précisément de questionner l'opposition existante dans notre société entre une AMP qui prend en charge des infertilités pathologiques et qui sont considérées comme légitimes, et une AMP qui répondrait à des infertilités considérées comme normales ou d'ordre social et qui, elles, relèveraient de la convenance personnelle et seraient illégitimes. L'étude de l'infertilité féminine liée à l'âge permet justement de questionner de manière particulière cette opposition, puisqu'on peut se demander, avec la progressivité au fil du temps de l'infertilité féminine liée à l'âge, eh bien, jusqu'à quel âge on considère qu'une altération de la réserve ovarienne est pathologique, à partir de quel âge on considère que cette infertilité est normale. Cette question est particulièrement importante dans le contexte français, puisqu'actuellement, les femmes de plus de 40 ans dont l'infertilité n'est pas liée à une pathologie, mais à l'altération physiologique de leur réserve ovarienne, ces femmes n'ont pas la possibilité, dans la plupart des centres d'AMP français, de recourir au don d'ovocytes. Et bien souvent, lorsqu'elles arrivent au terme d'un parcours d'AMP intraconjugal avec échec en raison de la faiblesse des taux de réussite après 40 ans, elles se tournent vers le don d'ovocytes dans les pays voisins. Mais cette question est aussi particulièrement importante puisque l'opposition dont j'ai parlé justifie aussi actuellement le refus d'ouvrir l'accès à la vitrification d'ovocytes pour toutes les femmes, c'est-à-dire aussi dans le but de prévenir la baisse de la fertilité avec l'âge. Parmi les discours principaux contre une telle possibilité, il y a notamment l'argument selon lequel les femmes devraient faire des enfants plus tôt, se conformer à leur horloge biologique et que la société devrait les encourager en ce sens et faire en sorte que leur carrière professionnelle ne soit pas un frein à leur projet de maternité. J'ai donc voulu, dans ma recherche, questionner le modèle bioéthique et les discours qui l'accompagnent à partir des expériences des médecins et des femmes confrontées à l'infertilité féminine liée à l'âge. J'ai donc mené 2 enquêtes sociologiques, une auprès de professionnels de 2 centres d'AMP marseillais et une autre auprès d'un ensemble de femmes âgées entre 40 et 43 ans, prises en charge dans ces mêmes centres en raison d'une infertilité attribuée à leur âge. À partir de cette 2e enquête, je voulais aussi étudier plus précisément qui sont les femmes concernées par un projet de maternité à plus de 40 ans par AMP, quels sont leurs parcours, comment est-ce qu'elles vivent cette infertilité. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des résultats de ma recherche, mais seulement quelques points, en commençant par les profils des femmes qui tentent d'accéder à une maternité à plus de 40 ans par AMP. Comme ça a déjà été évoqué lors de tables rondes précédentes, les raisons qui conduisent au report de la maternité dans les âges sont multiples. Pour l'ensemble des femmes que j'ai interrogées, la question d'avoir un enfant ne se posait pas avant leurs 35 ans. C'était notamment dû à leur situation matérielle, soit qu'elles étaient encore étudiantes, en instabilité professionnelle ou géographique, mais c'était aussi lié au fait qu'elles estimaient toutes, jusqu'à cet âge, être encore jeunes et avoir du temps devant elles pour mener éventuellement plus tard ce projet à terme.
À partir de là, une fois qu'elles ont atteint 35 ans, les attitudes des femmes interrogées étaient plus variées. Certaines d'entre elles ont commencé à s'inquiéter des éventuels effets que pourrait avoir leur âge sur leur fertilité si elles attendaient davantage avant d'essayer d'avoir un enfant. Mais elles étaient alors célibataires et n'envisageaient pas un enfant en dehors du cadre d'un couple et ont donc attendu de rencontrer un partenaire avec qui le projet d'enfant pourrait être partagé. D'autres, également inquiètes par leur âge, étaient en couple stable, mais elles ont aussi repoussé le projet parental parce que leur partenaire ne s'estimait alors pas prêt pour avoir un enfant. D'autres encore, à plus de 35 ans, étaient en couple stable, mais estimaient toujours avoir du temps devant elles, et pour diverses raisons, qu'elles soient d'ordre matériel, économique, ou tout simplement liées au fait d'être bien dans sa vie personnelle et conjugale telle qu'elle était alors, et bien pour ces différentes raisons, elles ont attendu d'avoir 40 ans pour envisager d'avoir un enfant. Les témoignages récoltés montrent donc clairement qu'en plus des conditions sociales diverses pour expliquer le report dans les âges de la maternité, il faut aussi prendre en compte le fait que ces femmes se sentaient jeunes, physiquement comme socialement, et pensaient ainsi avoir du temps devant elles pour faire un enfant. Pour comprendre ce sentiment de jeunesse, il faut le replacer dans le contexte d'allongement de l'espérance de vie dans lequel on se situe. On sait aujourd'hui qu'on vit de plus en plus vieux, de plus en plus longtemps, mais ce phénomène ne conduit pas à ce que nous ayons en quelque sorte plus d'années de vieillesse. C'est l'ensemble des classes d'âge qui sont modifiées, ce qui conduit à un redéploiement de l'ensemble du calendrier biographique des individus. On se sent plus jeune à tous les âges aujourd'hui qu'auparavant, et donc on se met en couple stable plus tardivement, on envisage d'avoir des enfants plus tardivement, on constitue ou reconstitue de nouveaux couples à un âge avancé, tout en se sentant toujours assez jeune pour avoir des enfants. Sauf qu'il apparaît un écart entre l'allongement de l'espérance de vie et le fait de se sentir plus jeune à tous les âges, et la fixité de l'espérance procréative, marquée par cette altération de la réserve ovarienne à partir de 35-40 ans, et qui fait que même si on se sent donc plus jeune à 40 ans, on n'a pas plus de capacité à faire des enfants à cet âge-là qu'auparavant. Ce rajeunissement aux différents âges a donc clairement un impact sur les parcours biographiques des femmes que j'ai interrogées. Et ça se manifeste aussi par le fait qu'elles se sentaient tout à fait légitimes à se lancer et à avancer dans un parcours d'AMP, malgré l'altération physiologique de leur réserve ovarienne. Compte tenu, en fait, de leur jeunesse corporelle, à la fois physique mais aussi sociale, elles se savaient en capacité de pouvoir porter, accoucher et puis plus tard élever l'enfant à venir. Leur infertilité est donc une infertilité partielle et leur démarche en AMP consiste à réajuster la défaillance ovarienne à la capacité gestationnelle qui, elle, demeure fonctionnelle. Il me semble que l'enquête permet à ce niveau-là de souligner un paradoxe dans le modèle bioéthique français actuel. Aujourd'hui en France, dès lors que la réserve ovarienne est trop altérée après 40 ans, sans possibilité de recourir aux dons d'ovocytes, du moins dans les centres dans lesquels j'ai enquêté, eh bien alors la prise en charge en AMP s'arrête. C'est donc la capacité ovarienne qui constitue dans la pratique la limite de prise en charge des femmes infertiles en raison de leur âge. Pourtant, le recours aux dons d'ovocytes est bien pratiqué en dessous de 40 ans en France pour les femmes qui ne peuvent plus produire d'ovocytes de qualité ou de quantité suffisante. Et cela est permis sur le principe que la femme est en capacité de porter, d'accoucher, puis d'élever l'enfant. Un autre point, la qualification médicale de maternité tardive est généralement établie sur la base des risques liés à la grossesse et à l'accouchement, c'est-à-dire aussi sur la base de la capacité gestationnelle et non de la capacité ovarienne. On peut donc s'interroger sur le fait que cette capacité gestationnelle ne soit pas également prise en compte pour penser les limites de prise en charge des femmes infertiles en raison de leur âge, en permettant par exemple plus systématiquement le recours aux dons d'ovocytes aux femmes de plus de 40 ans, ou en autorisant le recours à la vitrification des ovocytes pour anticiper la baisse de la fertilité avec l'âge. Ce que montrent donc ces éléments, c'est la nécessité d'appréhender l'infertilité, non comme un phénomène biologique étant soit strictement pathologique et donc légitime, soit strictement normal et donc illégitime,
mais de prendre aussi en considération la dimension sociale et temporelle de l'infertilité entre capacité ovarienne et capacité gestationnelle. Les médecins de la reproduction le font d'ailleurs déjà dans la pratique, lorsqu'ils prennent en charge des femmes âgées entre 40 et 43 ans et tentent, avec les moyens qu'ils ont à disposition en France, de les aider à procréer. Mais avec les ovocytes des femmes quarantenaires, les taux de réussite sont très faibles et les couples cumulent alors les tentatives avec de nombreux échecs, ce qui étend le parcours dans le temps et le rend toujours plus difficile à vivre. Le recours à des ovocytes préservés plus jeunes permettrait alors de favoriser les taux de réussite en AMP de ces femmes dans cette période temporelle de déclin de la réserve ovarienne avec l'âge. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on discutera à la fin. Et Pierre Joannet, tu as la parole. Merci, bonjour et merci pour votre invitation. L'Académie de médecine a travaillé sur ce sujet et a adopté un rapport en mai dernier. Et c'est Jacques Milliez, gynécologue, qui était le rapporteur et qui aurait dû être là aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu être là, et donc c'est moi qui le remplace et j'excuse son absence. Alors, l'Académie a essayé de faire le point de la conservation de l'ovocyte, mais aussi de manière plus large. Et l'Académie, finalement, considère que la conservation de l'ovocyte devrait être autorisée dans 3 circonstances. Premièrement, quand il y a un risque d'infertilité ovarienne causé pour des raisons médicales. Par exemple, quand une femme atteinte d'un cancer reçoit un traitement potentiellement stérilisant, de pouvoir prélever les ovocytes avant quand c'est possible et conserver ces ovocytes dans le but de les utiliser ultérieurement. C'est un exemple d'indication médicale. Deuxième situation, c'est le don d'ovocytes. À partir du moment où on possède des techniques plus performantes de conservation des ovocytes, comme la vitrification, c'est vrai que ça peut modifier la manière dont on gère le don d'ovocytes et utiliser des ovocytes congelés plutôt que des ovocytes non congelés pour pratiquer le don d'ovocytes, comme ça se pratique pour le don de sperme, ce qui rend l'organisation des activités plus performante et plus simple. Et puis la troisième indication, la troisième situation, et qui est celle dont on discute essentiellement aujourd'hui, c'est la prévention de l'infertilité liée à l'âge. Et donc l'Académie pense que oui, cette pratique médicale, cet acte médical, parce qu'il s'agit d'un acte médical, devrait pouvoir être autorisé. Alors, premier point, la situation de la loi actuelle. On a longuement étudié la loi actuelle qu'on a trouvée extrêmement ambiguë, puisque en fait, la loi actuelle autorise la conservation d'ovocytes pour raisons personnelles, c'est-à-dire de convenance, mais dans une seule situation qui est la situation où la femme donne ses ovocytes pour d'autres personnes. Donc la loi autorise à ces femmes-là, et uniquement ces femmes-là, de conserver une partie des ovocytes prélevés, non pas pour les donner à d'autres, mais les garder pour elles. Cette disposition législative qui date de 2011, on a trouvé qu'elle était assez ambiguë et de toute façon inapplicable. Inapplicable pourquoi? Parce qu'on va le voir, pour pouvoir préserver la fertilité d'une femme, lui donner une chance d'avoir un enfant plus tard, il faut conserver un nombre relativement important d'ovocytes. Et donc, quand on fait un prélèvement d'ovocytes pour un don, imaginons qu'on prélève 10 ovocytes pour une femme, si on prend la moitié pour un don et la moitié pour elle, il faudra de nombreux prélèvements d'ovocytes pour que le stock d'ovocytes conservés soit suffisant pour permettre à la fertilité de s'exprimer ultérieurement. On a trouvé aussi que cette ambivalence don-conservation personnelle posait un certain nombre de questions et donc l'Académie a été plutôt défavorable au maintien de ces dispositions législatives
et je souhaiterais que le législateur modifie cette partie de la loi. Alors ensuite, quand on envisage de conserver des ovocytes pour les femmes, ça peut pas se faire n'importe comment. Il semble tout à fait nécessaire que ces femmes qui vont conserver ces ovocytes soient extrêmement bien informées des possibilités, des risques, des taux de succès, des limites, etc. Et l'enquête que vous avez faite confirme qu'il y a beaucoup d'idées mal comprises par un certain nombre de femmes qui, comme vous dites, se sentent jeunes à 40 ans, alors que leur ovaire est déjà vieux. Leurs ovaires sont déjà vieux et que leur capacité de pouvoir devenir mère avec leurs propres ovocytes sont très limitées. Et ceci se voit très très bien dans les expériences qui existent déjà dans d'autres pays d'autoconservation des ovocytes pour les femmes. On a très peu de données en la matière, mais il y a quand même des centres qui ont pratiqué la conservation d'ovocytes de convenance depuis plusieurs années et qui non seulement ont entrepris de conserver, mais ont aussi commencé à utiliser les ovocytes et donc voir les résultats en termes de capacité à avoir un enfant. Parmi ces études, la plus importante et la plus intéressante est celle publiée par le Dr Cobo et l'équipe du Dr Cobo à Valence, qui a rapporté son expérience sur 120 ou 130 utilisations d'ovocytes conservés pour raisons personnelles. Les résultats sont vraiment spectaculaires. Et il faudrait que les femmes qui envisagent de conserver leurs ovocytes aient bien conscience des perspectives de fertilité ultérieure. En fait, les chances d'avoir un enfant plus tard sont très très dépendantes de l'âge auquel les ovocytes ont été prélevés. Et ça, c'est une difficulté parce que, par exemple, dans l'expérience de Valence, la majorité des femmes qui vont à Valence, qu'elles soient espagnoles, françaises ou autres, ont plus de 35 ans, parfois 36, 37, 38, 39, 40 ans, quand elles vont faire le prélèvement d'ovocytes. Et c'est vrai que les succès sont très dépendants de cet âge auquel on a prélevé les ovocytes. En pratique, quand une femme a moins de 35 ans, au moment du prélèvement, si elle a 5 ovocytes utilisables et utilisés pour essayer d'avoir un enfant, les chances d'avoir un enfant sont de 15%. Si la femme a 10 ovocytes qui peuvent être utilisés et sont utilisés pour essayer d'avoir un enfant, ses chances d'avoir un enfant sont de 60%. Donc, c'est pas 100%, 60% c'est pas mal, mais il faut avoir conscience que pour avoir 10 ovocytes utilisables, en général, un seul prélèvement d'ovocytes ne sera pas suffisant. Il faut prévoir 2 cycles de prélèvement d'ovocytes. Donc, bien que, comme le dit Joël, il n'y a pas forcément beaucoup de risques et de contraintes liées à tous les traitements qui se font au moment du prélèvement, il faut quand même avoir conscience que ces traitements hormonaux, c'est pas rien pour les femmes et que répéter les cycles, c'est pas sans inconvénient. Maintenant, si la femme avait plus de 35 ans au moment du prélèvement, et avec le même nombre d'ovocytes que je signalais, c'est-à-dire s'il y a 5 ovocytes utilisables, ses chances de devenir mère sont de 5%. Et si la femme a 10 ovocytes utilisables et utilisés, ses chances de pouvoir devenir mère sont de 30%. C'est-à-dire que dans 70% des cas, ce sera un échec. Donc, voilà des données qui ne sont pas des données imaginées, mais qui sont des données de l'expérience de centres qui pratiquent déjà cette activité. Et il nous semble important que si on entreprend cette activité, il faut que les femmes soient très très clairement informées de ces chances de résultats. Bon, il y a beaucoup d'autres points qui sont nécessaires à discuter avec les femmes, qui sont par exemple les conséquences de l'âge sur le risque obstétrical. C'est vrai que plus la grossesse aura lieu tard, mais ça Joël en parlerait mieux que moi, plus il y a un risque obstétrical. Donc il faut peut-être aussi que les femmes soient clairement informées de ça. Il faut aussi avoir conscience, et ça c'était l'expérience espagnole, que la plupart de ces femmes, au moment où elles font la conservation, elles sont seules, elles sont célibataires, et que quand elles utilisent les ovocytes, elles sont encore seules. Et donc, ça veut dire qu'à Valence, quand ces femmes
souhaitent utiliser leurs ovocytes au-delà de 40 ans, par exemple, parce qu'elles souhaitent devenir mères maintenant, dans la plupart des cas, c'est avec un sperme de donneur qu'elles vont réaliser ce projet parental. Et donc, vous voyez que là, on rentre dans une autre problématique par rapport à la loi française, qui est de pouvoir procréer quand on est seul avec un sperme de donneur. Donc, toutes ces questions doivent vraiment être envisagées. Enfin, il y a un point qui semblait important à l'Académie, enfin, aux académiciens, c'est de s'assurer autant que possible, et ça c'est une mission qui serait confiée aux médecins qui prendraient ça en charge, s'assurer que la décision des femmes de concevoir leurs ovocytes soit exempte de toute pression sociale, professionnelle ou commerciale. Et si on a formulé cette recommandation, c'est parce qu'on s'est penché très précisément sur ce qui se passait dans des pays où la pratique existe déjà. Et on a pris comme modèle le pays où il y a le plus de conservation d'ovocytes de convenance, qui sont les États-Unis d'Amérique. Pour vous donner des chiffres, aux États-Unis, en 2003, il y a près de 500 femmes qui ont conservé leurs ovocytes pour elles-mêmes. En 2012, il y en a environ 2500. Et en 2015, 7500. Donc vous voyez, il y a une croissance très importante du nombre de femmes qui font des conservations d'ovocytes aux États-Unis. Et comment ça se passe? Il y a deux phénomènes là, qui sont remarquables aux États-Unis. C'est premièrement que ces activités de conservation d'ovocytes sont réalisées par des centres médicaux, mais qui sont de véritables entreprises commerciales et qui font un marketing extraordinaire, souvent trompeur parce qu'on n'informe pas du tout les femmes des limites, des risques, etc., et qui bénéficient grandement de cette activité qui est extrêmement lucrative pour elles. Deuxième particularité des États-Unis, c'est qu'un certain nombre de grandes entreprises ont décidé de financer la conservation des ovocytes de leurs employés pour retenir les employés femmes dans ces entreprises. Le mouvement a été lancé en 2014 par Facebook et par Apple. Et ces deux sociétés, en 2014, ont déclaré qu'elles étaient prêtes à donner jusqu'à $20 000 aux femmes qui conserveraient leurs ovocytes. Aujourd'hui, on estime que plus de 5% des entreprises importantes, c'est-à-dire des entreprises où il y a plus de 500 employés, ont la même attitude de financer la conservation des ovocytes. Pourquoi? Il y a beaucoup de débats et de discussions sur ces points aux États-Unis, et les gens se demandent mais pourquoi ces sociétés investissent comme ça pour financer des conservations d'ovocytes pour que les femmes procréent plus tard, et pourquoi ces entreprises, si elles voulaient aider ces femmes et les soutenir, ne financeraient pas des moyens pour permettre à ces femmes d'être enceintes et d'être mères quand elles sont plus jeunes et quand c'est en âge de procréer, quand elles travaillent dans ces sociétés. Il est remarquable, par exemple, que Apple, qui a fait un nouveau siège extraordinaire en Californie, n'a pas prévu la moindre crèche, le moindre espace où les femmes mères pourraient venir avec leurs enfants et travailler. En revanche, ils payent $20 000 à ces femmes pour procréer plus tard. Donc là, il y a des pressions professionnelles, il y a des pressions sociales qui sont très problématiques et qui suscitent un véritable débat aux États-Unis. Donc voilà, je vais m'arrêter là puisque j'ai épuisé mon temps de parole. Vous voyez bien qu'on peut être en faveur de l'autoconservation des ovocytes pour raisons personnelles, et c'est la position de principe de l'Académie, mais qu'il faut être très vigilant sur la mise en œuvre de ce type d'activité médicale, car on peut assister à des dérives qui sont extrêmement dommageables pour les femmes, puisque vous voyez bien que cette situation américaine dont je vous parle, des employés de Apple et Facebook, cette conservation n'est pas une amélioration de leur liberté, de leur autonomie, mais au contraire un enfermement de plus en plus fort dans les règles qui sont émises par ces sociétés pour leur profit de société. Merci beaucoup, Pierre. Alors, je ne vais pas user de mon droit de modérateur pour te répondre sur Facebook, mais on le fera tout à l'heure car il y a une autre interprétation assez différente. Merci beaucoup de cet avis prudent mais positif. Et on va donc passer la parole au comité d'éthique pour un avis prudent mais négatif.
toujours pour 12 minutes max. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de cette invitation. Donc moi je suis endocrinologue de la reproduction et à ce titre je suis concernée à la fois par les traitements d'infertilité, leurs résultats et puis aussi les conséquences des traitements hormonaux sur la santé des femmes. Et effectivement je vais vous rapporter l'avis du comité d'éthique qui a voulu émettre un avis de prudence quand peut-être quelquefois il constatait un avis, des rapports un peu enthousiastes sur les possibilités de ces techniques d'AMP. Alors si on est là tous ici, c'est parce que la technique de vitrification ovocytaire est maintenant possible et c'est vrai que c'est un immense progrès puisqu'elle permet de conserver les ovocytes là où avant il fallait d'abord les féconder pour obtenir des embryons que seuls on pouvait conserver. Cette autoconservation ovocytaire, elle est effectivement autorisée mais surtout recommandée en cas de pathologie génétique ou auto-immune qui entraînerait une atteinte prématurée de la fonction ovarienne ou en cas de traitement des cancers, par exemple, qui seraient responsables de stérilité. Elle est autorisée depuis 2015 en contrepartie d'un don d'ovocytes pour le cas où la donneuse altruiste d'ovocytes qui aurait permis des grossesses chez d'autres femmes se retrouverait elle-même un jour dans l'impossibilité de procréer. Et c'est dans ce contexte que les spécialistes de l'infertilité ont évoqué l'opportunité, le bénéfice qu'il y aurait à proposer une autoconservation ovocytaire à toutes les femmes jeunes à titre de précaution en vue d'une utilisation ultérieure éventuelle. Alors qu'est-ce que ça signifie et pour qui c'est bon? Les femmes. Il faut d'abord savoir que c'est une technique agressive qui implique des stimulations hormonales répétées des ovaires, 10 à 15 jours d'injection quotidienne, un suivi lourd avec des échographies, des dosages hormonaux répétés, puis des ponctions ovariennes qui se font dans la majorité des cas, 95% sous anesthésie générale, et des risques d'hyperstimulation ovarienne, kyste ovarien, hypercoagulabilité sanguine, parfois accident vasculaire. Mais surtout, un cycle de stimulation ne suffit pas. Plusieurs sont nécessaires, au moins 3, pour obtenir 15 à 19 ovocytes qui permettraient d'espérer obtenir un jour une grossesse. Et encore, sans garantie de résultat pour le futur. Donc il s'agit d'une technique agressive et d'un très faible rendement. Faut-il vraiment leur imposer cela aux femmes? Et que peut représenter cette proposition à des femmes jeunes, en bonne santé, sans problème de stérilité, alors qu'elles ont de multiples autres préoccupations, des études à terminer, un métier à construire, un emploi à trouver, une stabilisation affective à rechercher? Leur faire miroiter le besoin, voire le devoir, de penser à leur procréation future apparaît perturbant, même intrusif. S'agit-il d'une nouvelle norme, d'un nouveau modèle procréatif qu'on essaie d'instaurer? Alors, finalement, à qui ça profite? On a parlé des employeurs, et vous avez entendu que les employeurs de Apple, Facebook, de la Silicon Valley ont vu le bénéfice attiré de cette possibilité pour demander à leurs employés de repousser leur grossesse pour qu'elles puissent pleinement consacrer leur énergie au service de l'entreprise. Ou pourraient même mettre cette condition à l'embauche pour retarder une grossesse qu'ils souhaitent voir repoussée. Et puis les professionnels médicaux, spécialistes de l'infertilité, ils ont un outil et ils veulent s'en servir. Ils sortent de leur rôle thérapeutique et proposent à toutes un modèle de précaution sans certitude d'utilité ni garantie de succès. Car face à cette technique qui nécessite un investissement hormonal et physique important, il existe un risque troublant, qu'il faut souligner, d'inutilité, puisque dans leur grande majorité, les femmes vont procréer naturellement. Et pour celles très peu nombreuses, moins de 1%, qui en auraient un jour besoin, il n'y a pas de garantie de succès. Au maximum, c'est 60%. Donc, à long terme, les stimulations ovariennes répétées,
Pas de garantie, donc il s'agit en fait d'une pseudo-assurance sur laquelle elles auront misé, croyant pouvoir retarder une grossesse qu'elles ne sont pas assurées d'obtenir. Certains ont parlé de leurre, c'est dans le rapport de l'Académie de médecine, de marché de dupes, de fiction dans le Washington Post il y a 2 semaines, et pour celles qui veulent y croire, un auto-assujettissement. On croit bien faire, on croit qu'il faut le faire. Alors à long terme, les stimulations ovariennes répétées, l'hypersécrétion d'estrogènes qu'elles induisent présentent un risque clinique non favorable au tissu ovarien et au tissu mammaire. Le comité d'éthique a aussi souhaité mettre en garde contre ces projets de grossesse tardive. On sait qu'au-delà de 40-45 ans, les grossesses ont un risque augmenté et pour la mère, hypertension, diabète, et pour l'enfant. Donc pour le comité d'éthique, il existe d'autres façons de protéger les capacités de procréation des femmes. Les efforts à fournir sont ailleurs. Les femmes doivent être informées de l'évolution de leur fertilité, de la perte d'efficacité des techniques d'AMP avec l'âge, des risques d'hyperstimulation ovarienne et des grossesses tardives. Il estime aussi que c'est le devoir de la société d'offrir aux femmes des facilités pour avoir des grossesses à un âge jeune quand elles le désirent, en aménageant les conditions de travail, les horaires, en partageant avec les pères les possibilités de congé parental, en favorisant l'accueil de la petite enfance avec des crèches, des possibilités de garde. Finalement, cette demande d'autoconservation ovocytaire pour toutes les femmes est présentée comme une pratique de prévention, mais elle sous-estime la prise de risque. Le risque, il peut être pris dans un cadre thérapeutique de FIV, fécondation in vitro, lorsqu'il existe un désir d'enfant dans l'immédiat ou dans le futur proche et que les traitements simples ne marchent pas. Dans le cadre du don, le risque existe aussi, en fait, il est pris avec beaucoup d'altruisme par les donneuses. À titre de précaution, en vue d'une utilisation ultérieure possible, mais hypothétique, la démarche paraît difficile à recommander. Donc, il faut savoir qu'il y a tendance à surestimer l'AMP et à sous-estimer ses risques. L'AMP fait souvent l'objet d'une fascination, souvent excessive, auprès des médias, qui sont parfois enthousiastes, sans modération. Elle est aussi soutenue par un marketing efficace. Donc, on croit être dans la prévention et on est dans la prise de risque. C'est pourquoi le comité d'éthique a souhaité donner un avis de prudence vis-à-vis de cette proposition des spécialistes de l'infertilité, proposition qui crée la demande et parfois relayée par les médias, donc sans en connaître les véritables contours. Bien, merci. C'est une opinion. Même chose, nous reviendrons dans la discussion sur chacun des points. Et Louis, tu t'exprimes en ton nom, tu nous as dit avec le grand micro ou avec celui-ci? Avec celui-ci. Très bien. Merci à Israël et à Joël de m'avoir invité sur ce sujet qui est un sujet extrêmement passionnant et extrêmement complexe et qui, de mon point de vue, je dis de mon point de vue parce que je ne m'exprime pas au nom de la Fédération des sécos parce que la décision n'a pas encore été actée au niveau de la Fédération des sécos, de mon point de vue est un peu complexe et doit sortir un peu de la sphère médicale. Juste à l'introduction, en fait, je suis ce qu'on appelle un chef de pôle où il y a la maternité et la reproduction au CHU de Toulouse, donc je suis près de l'Espagne, vous allez voir mon allusion tout à l'heure, et je dirige un groupe de recherche sur la fertilité humaine. Et par ailleurs, je suis co-directeur d'un master qui s'appelle Éthique du soin et recherche. En fait, cette question, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais être assez bref, mais j'ai des diapositives, si vous pouvez me les passer. Je suis le petit canard boiteux, j'ai pas écouté Israël, mais j'ai pas vu son message attentivement. Donc, mais juste pour rappeler quelques points, et donc l'indication médicale, on en a discuté. Il y a une enquête qui a été faite, alors c'est intéressant, Pierre Jaunet en faisait état, c'est intéressant de s'intéresser aux États-Unis où cette pratique existe. Et donc dans des enquêtes d'opinion aux États-Unis, on voit bien que les raisons, les motivations qui amèneraient les femmes à faire une conservation
ovocitaire, vous voyez, c'est dans 72% pour la carrière professionnelle, 63% pas de partenaire, Joël Belaïch y faisait allusion tout à l'heure, et 58%, ce qui est quand même un peu problématique, c'est pour l'absence de revenus. Une petite image, puisque je suis donc près de l'Espagne, je viens de vous le dire, je suis allé voir donc sur 2 sites qui font la conservation des ovocytes de l'autre côté de chez nous, à Barcelone, et vous voyez les images qui sont renvoyées, nous sommes dans la pensée magique. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que l'assistance médicale à la procréation va régler tous les problèmes. Et c'est ce message-là qui ne doit pas passer. Les intervenants ont fait allusion à ça. Je pense qu'on peut se dire que c'est uniquement ces 2 cliniques, mais en fait, quand on regarde aux États-Unis, sur 147 cliniques, il y a eu une enquête sur les sites web de 147 cliniques, ils n'étaient pas du tout apporter une information pertinente pour les femmes, une information qui posait les vrais problèmes qui sont liés à ces techniques-là. Alors 2 questions me paraissent importantes dans le débat. C'est la question de l'efficacité. Pierre Jaunet l'a abordé un peu. Alors juste pour vous dire qu'en fait, il y a l'étude de Kobo, mais il y a 3 études qui sont parues en 2016 et qui montrent qu'en fait, il faut un certain nombre d'ovocytes. Et l'efficacité, elle va être liée au nombre d'ovocytes. Et donc on voit très bien que c'est lié à l'âge, ça a été abordé tout à l'heure, mais vous voyez qu'avant 38 ans, il faut 15 à 20 ovocytes pour avoir 70% de chance d'avoir un enfant. Donc l'assurance, je mets mes ovocytes au congélateur et puis je vais m'en servir plus tard et avoir un enfant, il faut la relativiser, et entre 38 et 40%, 65% de chance. Et donc là, l'efficacité, ça revient à la question, combien de ponctions ? Combien de ponctions il va falloir faire? Et donc, ça pose la question qui est importante de la bonne information des femmes. Bon, je vais passer sur les détails. Juste un détail. Sur les commentaires, c'est un éditorial publié en même temps que le travail de Doyle qui montrait ce nombre d'ovocytes pour avoir des chances d'avoir un enfant. Et les résultats de Doyle, de cette équipe-là, ne sont pas transposables à toutes les équipes. Donc ça pose le problème aussi de l'efficacité quand il y a beaucoup d'équipes. Deuxième question, la question de l'innocuité. La question de l'innocuité, elle est réelle. Autant l'innocuité peut être relativisée quand il y a une indication médicale, puisqu'on a affaire à quelqu'un qui a une indication médicale, autant sans indication médicale, ça peut poser problème. Et on sait qu'il y a à peu près 1% de complications sévères, c'est les chiffres de l'agence de biomédecine, dans les cycles de FIV, il y a 1% de complications sévères. Complications sévères, ça veut dire hospitalisation, ça ne veut pas dire je suis allé voir le docteur, c'est pas uniquement ça. Donc, il y a ce problème d'innocuité, et donc si on prend l'hypothèse, il y a 400 000 femmes par an qui atteignent l'âge de 30 ans. Admettons qu'on décide de manière très autoritaire de faire la conservation à 30 ans. Et admettons que 10% des femmes sont volontaires, ce qui nous fait 600 complications sévères par an. Et ceci dit, en prenant l'hypothèse 1,5 ponctions en moyenne. Si on passe à 2 ponctions, vous voyez qu'on augmente le nombre. Ça, c'est les complications liées à la préservation. Et puis, il y a les complications plus tardives, qui sont la question des grossesses tardives. Alors bien sûr, quand on regarde la revue bioéthique, on voit qu'un bioéthicien n'a trouvé aucun problème à ce qu'il y ait une femme de 67 ans qui accouche d'un enfant. Je pense que les obstétriciens ont un avis très différent de cette étape-là, mais ça existe, ça a été dans la littérature. Donc ça posera la question de l'âge, on y reviendra tout à l'heure, et puis ça posera la question des échecs. Ces femmes qui auront conservé pendant des années et des années, si ça ne marche pas, vous voyez un peu, est-ce qu'on est bienfaisant en les menant là-dedans? Ça pose la question de la responsabilité médicale à partir du moment où on a des risques, et de manière un peu plus vaste, on va peut-être parler également du rôle du médecin. Alors bien sûr, c'est, comme c'était marqué dans la photo que je vous ai présentée tout à l'heure, bien sûr tout ça va pour, disons, améliorer l'autonomie, la liberté de la femme. D'aucuns pensent qu'effectivement, on va améliorer la liberté de la femme et l'autonomie. Il faut se rendre compte quand même que souvent c'est la pression sociale
et la pression professionnelle qui va, dans cette société productiviste, la fertilité est une pénalité pour la femme. Moi, je sais pas, mais il n'y a pas très longtemps, des chefs cliniques, des praticiennes dans mon pôle me disaient, moi quand j'ai commencé, quand j'ai été chef clinique, le patron du service a dit pas de grossesse pendant 2 ans. Donc c'est juste un exemple pour les médecins, mais on imagine que ce soit par rapport à... Et donc, cette pression sociale et cette société productiviste est à questionner. D'ailleurs, le titre du forum, produire, se reproduire, il est bien là. C'est produire, se reproduire. Est-ce que c'est la médecine qui doit concilier les 2 termes? C'est une question. D'autres pensent qu'au contraire, on est face à une instrumentalisation du corps de la femme et à un asservissement volontaire. Alors, j'ai mis entre guillemets parce que c'est une biologiste, femme, qui a... était une des pionnières en fécondation in vitro qui emploie ce terme-là. C'est-à-dire que vraiment proposer ça, c'est aller vers ça, c'est un asservissement. On peut se poser la question de d'où sort ce besoin? D'où sort ce besoin? Comment cette conservation des ovocytes pour tout le monde s'est répandue aux États-Unis, s'est répandue en Espagne sans aucun problème? Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est dans la médecine au sens soignant, ou est-ce qu'on est dans la création d'un besoin par la technoscience? C'est-à-dire que la technoscience a créé le besoin et c'est l'homme qui s'adapte aux besoins. Et donc, c'est une question qu'il faudra probablement aborder. Deuxième question, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, c'est quand même, on ne peut pas faire dans la réflexion impasse sur la convergence entre la technologie et la loi du marché. Et là, du coup, on a la création d'un nouveau marché. Ça a été abordé par Pierre Joignet à propos des États-Unis. On n'est plus dans la médecine, on est dans la bioéconomie. Donc je pense que ça doit être dans notre réflexion. Et un des points importants, c'est pour qui cette conservation des ovocytes? Quand je disais il y a 400 000 femmes qui atteignent l'âge de 30 ans, ça veut dire, si on prend 10%, c'est 40 000. Si on prend 1%, c'est 4 000. Mais même 4 000, on ne le fera pas, on ne pourra pas le faire. Donc, le problème essentiel, c'est pour qui? Et donc, se pose la question qui a été abordée par Joël Bereich, c'est comment prendre en charge ce soin, si on peut appeler ça un soin. Prise en charge par la collectivité, par la solidarité, mais on voit bien que les enveloppes sont très contraintes, on le sait très très bien dans les hôpitaux, donc les enveloppes sont contraintes et ça se fera aux dépens probablement d'autres soins. Prise en charge par l'entreprise, et donc c'est ce qui a été proposé. Et on voit bien du tout où est l'autonomie de la femme, puisque là on est dans le cadre de la pression, de la subordination. Prise en charge par la collectivité, pas de prise en charge par la collectivité, c'est la femme qui paye, et dès lors se pose la question de la justice et de l'équité. Enfin, juste pour finir, j'aimerais quand même évoquer 2 pistes. La première piste, c'est de permettre la conservation, la loi permet la conservation, si le risque d'insuffisance ovarienne est prématuré, en cas d'altération prématurée de la fertilité. Et donc ça peut se faire dès à présent, par exemple dans des familles qui ont des ménopauses précoces, enfin ça on le voit tous les jours dans nos services, dans le cadre de traitement, mais le véritable défi, si on veut placer de l'argent public, le véritable défi, c'est de trouver un indicateur fiable qui prévoit la baisse de la fertilité. Et donc là, on sera dans une indication médicale et on pourra identifier des personnes qui auront une altération de la fertilité précoce. La deuxième piste, c'est une piste sociale. C'est-à-dire que vous avez vu, on a parlé récemment, il y a pas plus tard que la semaine dernière, de la baisse de la natalité en France pour la 2e année consécutive. Et donc là, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et des démographes, des politiques sont intervenus en disant qu'il y avait un vrai problème de soutien, je dirais, de soutien à l'égalité homme-femme. Il y a même des gens qui ont évoqué qu'il fallait que les hommes prennent leur congé de paternité de manière obligatoire pour permettre à la femme de poursuivre sa carrière. Il y a des politiques de soutien qui doivent être mises en place et la meilleure répartition des richesses. Moi, j'ai encore entendu la semaine dernière qu'un enfant sur 5 en France était en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il faut quand même revenir un peu sur terre, il me semble. L'autre point sur lequel nous devons
veiller également, c'est sur l'éducation, la pédagogie sur la fonction de reproduction. Et répondre par la médecine, par la technique, à un problème de société, dans la littérature, certains disent que c'est apporter, c'est fragiliser des personnes vulnérables. Des personnes vulnérables ou des personnes non dans les hautes sphères. Et donc, je crois que vraiment demander à la médecine de régler des problèmes de société n'est pas une chose très pertinente. Merci beaucoup. Alors, à ce point un peu difficile du débat et en concertation avec Corinne, qui est donc la représentante des médias et des journalistes, je vais essayer quand même de répondre et de dire qu'en lisant les mêmes articles que mes voisins, je n'ai pas vraiment les mêmes conclusions. Marion avait tout à fait raison, les femmes se sentent jeunes. Elles ne voient pas le temps passer et quoi qu'on leur dise, et c'est pas faute de l'avoir dit dans les médias, les femmes ne réalisent pas que le temps est leur ennemi en matière de fertilité. Le nombre de femmes qui sont en larmes dans notre bureau quand on leur explique qu'à 40 ans, leurs chances sont de toute façon extrêmement faibles d'avoir un enfant et qu'à 42, c'est quasiment nul, elles ne le savent pas et les rares qui le savent nous disent « moi je le savais, mais mon mari ne voulait pas l'entendre ». Donc c'est vrai ce que vous dites. Il faut en tenir compte. Pour répondre à Pierre Joannet, c'est vrai, on lit là les mêmes articles, avant 35 ans, il faut 10 ovocytes pour avoir 60% de naissance. Sauf que les données de l'agence de biomédecine montrent que 10 ovocytes, c'est exactement ce qu'on a par ponction avant 35 ans. Donc, une seule ponction sur une femme avant 35 ans suffirait, pas au-delà, tu as raison. Ah ben non, je t'en prie. L'article de Cobo, ce n'est pas 10 ovocytes prélevés. C'est des ovocytes utilisés après vitrification. Or, pour pouvoir utiliser des ovocytes après vitrification, il faut en prélever beaucoup plus. Oui, mais nous savons tous que c'est fonction de l'âge de la femme. Ça, c'est clair. Ensuite, les études, et en particulier la toute dernière étude australienne qui vient de paraître, montrent quand même que la première cause pour laquelle les femmes ont recours à l'autoconservation, c'est pas la carrière, contrairement à cette étude de 2016, c'est vraiment parce qu'elles n'ont pas rencontré l'homme ou la personne avec qui faire un enfant. Et ça veut dire que c'est pas que les femmes qui sont en cause. J'ai, je dois dire, une interprétation, et je ne suis pas la seule, totalement différente pour Facebook et pour Google. Vous savez qu'aux États-Unis, la santé est fort peu prise en charge et que certaines entreprises prennent en charge les lunettes, les frais dentaires des enfants, telle ou telle chose, ce qui est vécu comme un plus. Et on peut vivre et on va avoir considéré que prendre en charge l'autoconservation des femmes qui le veulent et pas l'imposer était aussi un plus. Maintenant, je dois dire, dans ce que j'ai entendu, il y a deux choses qui me choquent beaucoup. Les risques, on les connaît, ils sont estimés à moins de 1% dans l'étude espagnole, un peu plus dans l'enquête de l'agence de biomédecine, mais il faut que vous sachiez que ce qui compte pour l'agence de biomédecine, comme l'a dit Louis, c'est être hospitalisé. Et quand une femme vient aux urgences à minuit ou à 1h du matin, surtout si elle a été amenée par les pompiers, nous on la garde. On ne va pas la laisser sortir, même si on la laisse sortir le lendemain matin. Sauf que ça compte. Bah oui, ça compte. Bon, mais c'est pas ça le vrai problème. C'est si on considère, ce que je ne fais pas, que c'est dangereux de faire une stimulation de l'ovulation et une ponction, de quel droit on l'accepte pour une donneuse altruiste et on le refuserait à une femme pour elle-même? Là, moi je peux pas laisser dire ça. Et les études sur le cancer, elles sont rassurantes. Les études australiennes de veine, en particulier sur le cancer du sein, montrent qu'il n'y a pas plus de cancer du sein chez les femmes qui ont fait une FIV. Par contre, il y a plus de cancer du sein chez les femmes qui ont leur premier enfant après 36 ans. C'est tout à fait vrai. Et enfin, je voulais dire quand même que oui, les gynécos sont favorables. Nous avons fait, avec le Collège national des gynéco-obstétriciens français, dont Israël est le président, une enquête auprès de nos membres. 77% des gynéco-obstétriciens qui voient les femmes en larmes dans leur bureau seraient favorables à ce que cette autoconservation soit autorisée et légale. Est-ce que nous sommes les ennemis de nos patientes? Je crois vraiment pas. Est-ce que nous connaissons les risques? Je crois vraiment que oui. Donc tout ça pour vous dire, avant de donner la parole à Corinne, qu'en lisant les mêmes articles, on peut avoir quand même des interprétations parfois différentes. La lumière qui éclaire, nous savons tous que c'est très difficile. Je vous remercie. Ça va être difficile pour les gens. Après, vous allez tous pouvoir... Bonjour à tous, merci de l'invitation.
Je prends celui-ci. Je suis rédactrice en chef de l'émission La Maison des Maternelles sur France 5. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les matins, de 9h20 à 10h10. On a tous les jours plus de 100 000 téléspectatrices qui nous regardent. Et on a en moyenne un demi-million d'abonnés Facebook de femmes jeunes, 25-35, qui réagissent en continu sur les grands sujets de société qui nous intéressent cette année à Strasbourg notamment. Alors pourquoi je suis là? Parce que en septembre, on a fait une émission spéciale sur l'autoconservation des ovocytes pour convenance personnelle. Et on l'a appelé volontairement « On veut congeler nos ovocytes ». On a choisi ce titre en forme de slogan, comme le slogan des années 60, un enfant si je veux, quand je veux. Pourquoi? Parce que finalement pour nous, cette autoconservation, c'est la même démarche que celle de nos aînés quand elles réclamaient l'accès à la contraception et l'accès à l'avortement. Alors pour vous appuyer ma démonstration, je voudrais vous parler d'une jeune femme, elle s'appelle Vanessa. Nous l'avons suivie pendant son parcours d'autoconservation, donc depuis la stimulation hormonale à Paris, avec des gynécologues français, donc qui sont quelque part complices, bien que ce ne soit pas autorisé, donc qui lui prescrivent ces traitements pour autoconservation, jusqu'à la ponction et la conservation en Espagne. Alors Vanessa, qui c'est? Elle a 37 ans, elle est célibataire, elle vit dans un petit studio à Paris, en banlieue de Paris plutôt, elle est prof d'histoire géo. Pourquoi elle veut faire vitrifier ses ovocytes? Parce qu'à 37 ans, elle n'a pas rencontré l'amoureux, l'homme de sa vie, le prince charmant. Alors elle s'inquiète, elle se dit si dans 4 ou 5 ans, enfin je rencontre quelqu'un, et à ce moment-là, mon horloge biologique ne me le permettra plus. Donc cette démarche, c'est pas un caprice, c'est pas une petite fille riche, gâtée, carriériste, qui d'un seul coup se réveille à 40 ans en disant ciel, ma fertilité, j'ai pensé à mon boulot, j'ai pas pensé aux enfants. C'est raisonner, une précaution pour avoir une plus grande liberté plus tard, et c'est un sacrifice, parce qu'avec son salaire de prof, il a fallu qu'elle économise longtemps pour les quelques 4 000 € nécessaires pour mener son projet en Espagne. Et à la fin du reportage, on apprend qu'il faudra une deuxième ponction, puisqu'elle en a eu que 9, des bien matures. Il en faudra une quinzaine pour être sûre de pouvoir être enceinte. Est-ce que je dois vous parler de Christelle, quittée brutalement à 39 ans par son compagnon? Elle a puisé dans ses économies là aussi, 3 500 € pour aller faire sa ponction à Barcelone. Ça n'a pas marché, donc c'est effectivement pas garanti à 100%. Mais en tout cas, c'était pour vous dire qu'on est loin des businesswomen qu'on essaie de nous faire, de nous décrire. Il y a très peu d'articles de presse d'ailleurs sur ces femmes qui sont candidates à l'autoconservation, mais on les caricature toujours. Donc non, les femmes qui seront et qui sont déjà candidates actuellement sont des femmes comme, j'allais dire, comme vous et moi. Alors on a soumis ce reportage, on a soumis cette émission où le docteur Velaï Chalar était là, à la communauté des femmes. Ça fait quand même un demi-million de personnes qui ont regardé ce reportage. Et sur le millier de réactions qu'on a obtenues, on a une toute petite partie, je dirais, sur 1 million, on a une quarantaine de personnes, de femmes, qui nous disent, qui sont évidemment contre, avec des arguments qu'on connaît. J'ai Gabriella et Lilux qui s'insurgent. Faire appel à la médecine pour aller contre la nature, ce n'est pas une bonne chose. Laissons faire la nature. Il y a Margot qui nous dit « Et si les femmes arrêtaient de vouloir être au top de leur carrière et faire des bébés ?» Je dirais que je suis contre, car elles ont fait leur choix. Il y a donc l'idée d'une punition, où on s'épanouit dans son métier et tant pis pour les enfants, où on fait des enfants, mais tant pis pour la carrière. Et puis il y a Tara qui nous dit « Il faut arrêter de jouer à Dieu, il y a assez d'enfants malheureux déjà existants sur la terre, à aimer ou à adopter, voilà pour les contre. » Alors après, il y a une petite, c'est plus intéressant, il y a une partie des femmes qui ne sont pas opposées, mais qui sont sceptiques et qui s'inquiètent des dérives. Donc j'ai Alice qui dit « Ça me fait peur, si cette dame décède, sa famille peut-elle récupérer les ovocytes pour avoir des petits-enfants? Où sont les limites ?» J'ai Rachel qui me dit « C'est bien, mais il faudrait limiter l'usage de ces ovocytes à 45 ans. C'est vraiment important que le législateur agisse là-dessus. » Et puis j'ai Laetitia qui dit « C'est un progrès, mais il faut bien dire aux femmes que ce n'est pas 100% de réussite. »
Voilà, donc il y a une notion qui est importante aussi dans les commentaires, c'est que les femmes voudraient, en tout cas nos followers, comme on dit, les femmes qui nous suivent sur Facebook, voudraient que les femmes qui font cette autoconservation puissent donner leurs ovocytes si elles ne les utilisent pas. Et on sait qu'on a une pénurie d'ovocytes en France. Donc qu'il y ait presque un don contre don. Je conserve mes ovocytes, mais je les donnerai si je n'en ai pas besoin finalement. Voilà, donc la majorité, globalement, sur les 1000 personnes, était plutôt favorable. Et il y a une petite partie, ça c'est ce qu'on appelle les féministes, qui nous disaient vraiment, qui réclamaient ça au nom de l'égalité homme-femme, c'est-à-dire si les hommes, bien sûr que ça doit être autorisé, l'homme peut déjà le faire pour convenance personnelle et personne n'y voit d'inconvénient. Et René Friedman, qui est venu la semaine dernière dans l'émission, nous racontait qu'il avait reçu en consultation un militaire qui partait au Mali. Il venait de se marier et il voulait conserver son sperme parce qu'il avait peur d'être blessé sur le théâtre d'opération. Et ben, il lui a fait une ordonnance et il a pu conserver son sperme. Donc la question, moi pour conclure, je voudrais vous dire, j'ai retrouvé une citation de Françoise Héritier, qui est une anthropologue qui est décédée récemment, et qui donnait une interview au Monde, et on lui demandait est-ce que finalement cette PMA, etc., modifiait les rapports hommes-femmes et les constructions mentales entre les hommes et les femmes. Et elle disait, mais non, voyons, la première révolution, c'était la contraception. Pour la première fois de l'humanité, les femmes peuvent choisir si elles veulent ou non procréer, quand, combien de fois et avec qui. Elles redeviennent sujet à part entière. Et elle dit, quant aux autres évolutions, comme la PMA, qui offre aux femmes la possibilité d'avoir des enfants alors que la nature ne leur permet pas, eh bien, elle semble aller de soi. Autrement dit, l'idée d'une égalité des deux sexes dans la procréation progresse. Alors, la congélation d'ovocytes pour convenance personnelle, si elle était autorisée en France, pour nous, n'aurait donc absolument rien de révolutionnaire sur le plan éthique ni sur le plan médical. Elle serait simplement une suite logique à l'accès à la contraception et à l'avortement. Je vous remercie. Merci Joël, tu as parfaitement équilibré les pour, les contre, et c'est aussi l'ADN du forum que de pouvoir entendre tous les arguments. Et maintenant, je donne la parole à la salle, aux questions et aux commentaires de la salle. Profitez-en, vous avez un groupe d'experts devant vous. Bonjour à tous. Alors, je suis un peu abasourdie par ce que j'ai entendu. Donc, je remercie infiniment Joël d'avoir remis un peu l'église au milieu du village, comme on dit, parce que quelque part, si on considère que la stimulation c'est catastrophique, il y a des risques épouvantables, etc., ça voudrait dire que dès la sortie de cette salle, il faudrait interdire le don d'ovocytes, voire même interdire la fécondation in vitro. Merci Joël de l'avoir dit, ça me paraît très bien. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que moi qui suis des patients, premièrement, la MP n'est pas uniquement faite pour les femmes. Vous avez quand même énormément d'hommes qui sont infertiles et qui n'auraient pas d'enfants s'il n'y avait pas d'assistance médicale à la procréation. Merci. Deuxièmement, vous avez énormément d'hommes qui conservent et qui conservent parce qu'on pense que peut-être ils vont avoir une baisse de fertilité au fur et à mesure, parce qu'on voit la qualité de leur spermogramme diminuer au fur et à mesure. Et personne ne se pose la moindre question de savoir si c'est bien ou pas bien de conserver ces spermatozoïdes pour ces hommes. Ça, c'est une deuxième chose. Et je suis abasourdie de penser qu'on puisse... La femme veut conserver ses ovocytes. On sait qu'il y a une annonce évidente de sa physiologie. Donc je n'arrive pas finalement à entendre quels sont les arguments éthiques véritablement valables pour être contre cette technique. Merci Catherine. Tu as dit quelque chose de très important et avant Frédéric, j'étais membre du comité d'éthique. C'était la série d'avant, 2009-2013. Et le groupe s'apprêtait à rendre un avis qui aurait été positif avec un philosophe fantastique, André Comte-Sponville, qui avait écrit
Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de raison de l'interdire, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'encourager. C'est exactement ça. Et vous voyez donc, les avis du comité d'éthique changent avec les présidents et les membres. Moi, je m'interroge sur ce qu'est une éthique variable. Pour moi, une éthique, elle ne devrait pas bouger, bien qu'au fil des temps, on peut imaginer que si. Mais ça pose souci. Donc, ce que tu dis, merci beaucoup, Catherine. Bonjour, Paulette Morin, Alliance Maladies Rares. Je suis membre d'un comité de protection des personnes et c'est à ce titre-là que je vais vous poser une question. Pourquoi, dans certaines notes d'info et de consentement, dans des protocoles de recherche, en particulier sur des nouveaux traitements pour les cancers, il est fait généralement mention pour les messieurs du risque de stérilité et de leur proposer, bien sûr, de conserver leur sperme. Par contre, il est très exceptionnel qu'on voit la même information pour les jeunes femmes et je trouve que ce n'est pas normal. Généralement, je suis un des membres qui dit « j'aimerais que cette mention soit portée pour les dames ». Donc c'est une réflexion que je vous apporte. Votre remarque est totalement pertinente, c'est-à-dire que dans les protocoles de recherche, si c'est rentré dans l'esprit, parce qu'il a fallu quand même 15 ans pour que ça rentre dans les protocoles de recherche, cette phrase-là, pour l'homme, elle est également présente quand il y a des projets chez la femme. Donc ça, je crois que ça va se mettre de plus en plus parce que c'est logique, on est devant un risque pour la fertilité et il y a une préservation de la fertilité et ça existe et chez l'homme, et chez la femme, et chez l'enfant. Donc votre remarque est totalement pertinente. Je vais juste quand même ramener à la réalité. Il se trouve que j'ai été pendant 6 ans responsable des sécos et je sais un peu ce qui se passe dans les centres. On ne conserve pas sans indication médicale. C'est complètement... Je crois que de dire ça, c'est une contre-vérité. On ne conserve pas s'il n'y a pas une indication médicale. Je crois qu'il faut quand même rester comme ça. C'est vrai et c'est faux, Louis. Je veux dire, dans les sécos peut-être, mais il n'y a pas que les sécos pour conserver. Et nous savons tous que oui, il y a des conservations de sperme, même dans les sécos. Attends, juste je te réponds. Même dans les sécos, quand on sait que le mari va être absent ou en mission pour une AMP, ah bah moi nous on les fait faire. Alors pas dans les sécos effectivement, mais c'est conservé. Qu'on a tous le droit de conserver du sperme dans tous les centres d'AMP dans le cadre d'un projet parental. Donc si le monsieur, on sait qu'il est pilote, qu'il est chirurgien, qu'il sera pas là le jour de la tentative, on le fait. C'est illégal. Ben, je suis pas sûre, c'est dans le cadre du projet parental. Et en tout cas, c'est fait, Louis. C'est fait. Bon, allez, non. Bonjour. Tu as raison. Bonjour. Je vous remercie pour ce débat très intéressant pour nous autres jeunes femmes à qui les gynécologues proposent déjà en fait de réfléchir à la possibilité de conserver nos ovocytes à 25 ans. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir tous les points de vue. Et moi, j'ai une question extrêmement pratique. Je voulais savoir dans quelle mesure c'est possible, lorsqu'on suit déjà une contraception, que ce soit une contraception hormonale, ou si on a un dispositif intra-utérin, un stérilet, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut le retirer, qu'il soit hormonal ou pas? Voilà, c'est très technique comme question. Vous posez 2 bonnes questions. 25 ans, est-ce que c'est le moment de le faire? C'est vrai que c'est le plus fertile, mais vous avez encore toutes les chances de faire une grossesse spontanée, sous la couette, comme disent en général nos patientes, avec l'homme avec qui vous en aurez envie. Donc c'est plutôt à mon avis à 35 et j'en profite pour dire qu'à 35, les statistiques de l'INSEE montrent que 78% des femmes ont déjà eu un enfant. Donc ce qui veut dire qu'il n'y en a plus que 22 qui seraient éventuellement intéressées. Par ailleurs, non, on ne peut pas stimuler l'ovulation en même temps qu'on prend une pilule ou qu'on a un stérilet avec hormones. Par contre, un stérilet inerte, ce serait possible. Merci pour votre question. Parce qu'effectivement, je crois que le problème se pose un peu comme ça. Les résultats montrent que plus la congélation, la vitrification des ovocytes est faite à un âge avancé, moins il y a de chances par la suite que la fertilité puisse s'exprimer par une grossesse. Donc, effectivement, il faudrait peut-être conserver le plus tôt possible. Et moi, je dis souvent à des amis qui évoquent la question que si vraiment elles veulent aider leurs enfants, il faudrait offrir une vitrification des ovocytes à leurs filles quand elles réussissent le bac. Comme ça, après. Mais par rapport à vos commentaires et vos réponses. Premièrement, j'ai commencé mon exposé en disant que l'Académie de médecine recommandait l'autorisation des autoconservations liées à l'âge.
Donc, bon, il n'y a pas de problème. Et les personnes qui sont enthousiastes pour l'autoconservation ne peuvent pas dire qu'ils sont opposés. Personnellement, je suis vraiment pour la liberté de la procréation et la liberté de la procréation pour les femmes et pour les hommes. Mais ce qui me semble important, c'est que cette liberté puisse s'exprimer en toute connaissance de cause, en étant bien informé. Or, quand on regarde ce qui se passe dans un certain nombre de pays où ces pratiques existent déjà, pas en France, mais dans d'autres pays, on se rend compte que, et c'est pas moi qui le dis, mais c'est de plus en plus de femmes aux États-Unis, par exemple. On offre de faux espoirs aux femmes. On crée des illusions. Quand on utilise sur des sites internet ou dans des publicités assurance fertilité à propos de la conservation des ovocytes, c'est faux. Quand on sait de plus que, par exemple, à Valence, l'âge moyen des femmes qui font le prélèvement pour conserver des ovocytes est entre 36 et 37 ans, c'est un âge déjà avancé où les possibilités de succès sont encore plus faibles. Donc, il faut vraiment que les choses soient dites aux personnes et que cette liberté qu'elles ont et que je souhaite qu'elles aient, elles puissent l'exercer en toute connaissance de cause. C'est ça qui me semble important. Je crois que tout à l'heure, Louis Bujean a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Tu as dit qu'il n'y a pas de marqueur exact de la fertilité de la femme. Et c'est vrai, et toutes les études montrent que le meilleur marqueur, c'est l'âge. Donc on part de la même notion initiale, mais moi j'aboutis à quelque chose de différent. Puisqu'on sait que l'âge est le meilleur marqueur de la chute de la fertilité, il faut trouver un subtil équilibre entre le 25, qui serait peut-être parfait, mais très inutile, bien que ce soit le meilleur, tu as raison en termes de taux de succès, mais on le ferait à beaucoup de femmes pour rien, et un 37-39, où c'est très probablement trop tard, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on se dit avant 35. Question qu'on n'a pas abordée, mais je trouve qu'il faudrait qu'on en parle, c'est la limite d'âge. Au CNGOF, quand on a pris position favorable, vous l'avez compris, le Collège national des gynéco-obstétriciens est pour l'autoconservation, on a dit qu'il fallait une limite d'âge pour le reprendre, et que la limite optimale était 45 ans. Parce que c'est vrai qu'à 40 ans, les grossesses se passent grosso modo bien, même s'il y a plus de risques qu'à 35, qu'à 43, il y a un premier seuil, qu'après 45, c'est vraiment plus compliqué. Toutefois, nous avions dit que ça devait être possible entre 45 et 50 si la femme était dûment informée des risques tant pour elle que pour l'enfant, parce qu'on se rendait compte qu'une femme de 44 ans qui est obèse, diabétique, greffée, vous m'avez soufflé, elle aurait le droit alors que la grossesse serait une catastrophe pour elle, et que celle de 45 et un jour qui est normotendue, qui va bien sur le plan santé, n'aurait plus le droit et ce serait pas très juste. Donc le 45 ans optimal, éventuellement 45-50 serait quelque chose de raisonnable. La question est, est-ce que ça doit être inscrit dans la loi? Pourquoi pas? Bonjour, donc Virginie Rio, je représente une association de patients et de personnes qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation. Et donc moi je voulais poser une question aux anthropologues et aux sociologues qui nous observent débattre de cette question féminine. Et moi aussi je fais référence à Françoise Héritier et sa question et qui nous demande si nous... que je fais mienne d'ailleurs, je me demande si aujourd'hui en 2018 nous ne sommes pas encore, nous les femmes, en train de payer le privilège exorbitant d'enfanter que nous avons, et que ce débat qui pour nous est nécessaire. Donc quand je dis nous, c'est les personnes qui sont engluées dans des parcours d'AMP interminables, et qui, donc notre association milite à la fois pour que la prévention soit très importante, pour que les questions de fertilité et d'infertilité soient vraiment au centre de notre société, pour qu'on puisse débattre, informer les jeunes générations, et surtout que l'on puisse faire confiance aux capacités des femmes à réfléchir, à faire des choix raisonnés. Et alors nous, évidemment, c'est un peu orienté, mais on avait besoin d'avoir le retour des gens qui sont adhérents de notre association ou qui sont sympathisants. Et on leur a posé plusieurs questions. Donc une des questions, c'était est-ce qu'il vaut mieux conserver les gamètes ou les embryons? Donc qui pourrait aussi résonner avec la table ronde d'avant. Donc je regarde les notes, à 64,6%, les gens ont dit il vaudrait mieux conserver les gamètes, par souci d'égalité homme-femme, il y a tout un tas d'éléments. Et ensuite, une autre question,
Et je voulais préciser aussi que les gens qui ont répondu à ce questionnaire sont des couples hétérosexuels en majorité. Seriez-vous pour l'autoconservation des ovocytes? Et la réponse a été oui à 83,8%. Et une autre question, pour éviter, qu'est-ce que cette autoconservation pourrait vous éviter, pensez-vous? Donc à 62,8%, les gens ont répondu que ça pourrait nous éviter d'être englués dans des parcours interminables d'AMP. Et à 21,4%, ça pourrait nous éviter d'avoir recours aux dons d'ovocytes. Donc j'aimerais bien avoir le point de vue des anthropologues sur la capacité des femmes à raisonner et sur le fait que ce débat-là existe peut-être parce que nous sommes encore en train de payer notre privilège exorbitant d'enfanter. L'utérus. Je peux... moi aussi, après, je veux bien réagir. J'ai deux inconvénients, je suis médecin et homme. Donc c'est compliqué, comme vous l'avez dit, de parler de ça, puisque je ne suis pas une femme. Mais vous avez utilisé 2 fois le terme « englué dans des parcours de fertilité ». Et donc je pense que si vous utilisez ce terme, c'est que ça a vraiment un sens. Et qu'effectivement, les personnes de votre association, comme beaucoup de personnes que j'ai côtoyées dans ma vie professionnelle, se sentent engluées dans des parcours un peu complexes à vivre. Donc la question est de savoir si le fait de conserver des ovocytes va diminuer cet engluement ou va l'augmenter. Là aussi, je fais référence à ce que je lis de ce qui se passe aux États-Unis et une réflexion qu'a faite une femme à propos de la politique des sociétés professionnelles dont on parlait. Elle disait, mais Apple, Facebook sont prêts à mettre $20 000 pour que je conserve mes ovocytes, pour que je puisse bien travailler dans l'entreprise. Mais après, quand je vais vouloir utiliser ces ovocytes, il va falloir que je fasse une fécondation in vitro ou plusieurs fécondations in vitro. Et ça, Apple et Facebook ne vont pas les payer. C'est moi qui vais devoir les payer. Et en plus, ces parcours de fécondation in vitro, comme vous le dites, c'est une forme d'engluement de parcours d'AMP qui ne sont pas faciles, même si les stimulations ovariennes ne sont pas compliquées. Moi, je n'ai jamais eu de stimulation ovarienne, mais je rencontre un certain nombre de femmes qui m'ont dit que c'était quand même pas une partie de plaisir, une stimulation ovarienne pour une fille. Donc, voilà, je crois que c'est ça qui est important, c'est que, encore une fois, je suis pour la liberté, je suis pour l'autorisation de la conservation des ovocytes, mais il ne faut pas baratiner les femmes, il faut qu'elles appréhendent un petit peu toutes les conséquences des choix qu'elles font et resituer cette conservation dans ces parcours où elles risquent fort de s'engluer plus tard si elles n'ont pas réfléchi avant. C'est Marion? Manon. Parlez-moi, oui, juste rapidement sur la différence homme-femme. En fait, un des points que je trouve intéressant, c'est que lorsqu'on questionne, par exemple, les limites d'âge qui sont posées actuellement aux hommes pour accéder à l'assistance médicale à la procréation, donc c'est-à-dire que c'est autour de 58-59 ans, en fait, l'âge jusqu'auquel on les accepte, en général dans les centres d'AMP. Parmi les raisons qui sont avancées sont que les hommes peuvent naturellement procréer beaucoup plus tard que les femmes, bien que des études montrent qu'il y a beaucoup de difficultés aussi qui apparaissent avec le vieillissement, l'avancée dans les âges des hommes. Mais un des autres arguments qui est également avancé, en fait, c'est justement la prise en compte de l'espérance de vie et le fait qu'il serait important que l'homme soit en capacité de pouvoir élever l'enfant en étant en bonne santé durant une période suffisamment longue pour accompagner son enfant jusqu'à la vie d'adulte. Donc on prend en compte cette dimension sociale d'élever l'enfant qui n'est absolument pas prise en compte aujourd'hui pour justifier les limites d'âge que l'on pose aux femmes qui sont donc à 43 ans, uniquement justifiées donc par cette limite naturelle qui est l'altération de la réserve ovarienne avec l'âge. Et donc là, il y a quand même une différence assez importante qui... Et je pense que oui, ça mériterait du coup de questionner cette différence dans la façon dont on justifie les limites d'âge que l'on pose aux hommes et aux femmes. Je suis entièrement d'accord sur le fait que on a beaucoup parlé de l'autonomie des femmes et de préserver leur autonomie.
l'autonomie, elle peut exister que s'il y a d'abord une information et s'il y a une réflexion. Et je pense que de temps en temps, il y a quand même des débats qui sont un peu occultés et qui sont des questions binaires, on est pour et on est contre, et en fait on ne connaît pas les effets et les conséquences de chaque chose. Alors, les professionnels qui s'occupent effectivement de FIV et de stérilité chez les femmes de 40 ans, ils voient défiler des femmes qui pleurent dans leur cabinet, et on peut comprendre qu'ils soient à fond pour la préservation d'ovocytes le plus jeune possible, là où c'est le meilleur rendement possible. Bon. Mais pour les femmes qui sont en face d'eux, eh ben c'est trop tard. Et pour les autres, eh ben peut-être que c'est la société aussi qui doit prendre conscience de ce que ça représente et du fait que, comme j'ai dit, c'est une technique agressive et d'un très faible rendement. Alors on parle de plus en plus de dédifférenciation des cellules et à partir, par exemple, de prélèvement de biopsie de peau, de pouvoir fabriquer des spermatozoïdes et des oocytes. C'est pour les années qui viennent. Eh bien, à ce moment-là, il n'y aura pas ce besoin de stimulation ovarienne importante, de ponction ovarienne sous anesthésie générale. Il y aura, et chez l'homme et chez la femme, la possibilité d'avoir des spermatozoïdes ou des ovocytes. Après, le problème, ce sera gérer effectivement ces gamètes qui seront faciles à obtenir, mais dont il ne faudra pas faire n'importe quoi. Hein. Ça, c'est la solution idéale, mais c'est pas tout de suite. Mais ça vient. Bonjour, je vous remercie aussi pour la qualité de vos débats. Je vais vous poser une question, on va dire peut-être un peu pratique et un peu de novice. Mais quand vous avez justement évoqué la conservation ovocytaire, vous parlez à la fois de région médicale ou de convenance personnelle. En fait, j'aimerais un peu mieux cerner la limite entre les deux. Qu'est-ce qui rentre vraiment dans le cadre de conservation médicale et qu'est-ce qui relève de la convenance personnelle? C'est pas sûr qu'il y ait une vraie limite. On ne sera pas tous d'accord sur le sujet parce que les limites sont extrêmement floues. Si vous considérez que le vieillissement est physiologique, à ce moment-là, effectivement, on va dire que c'est une convention, que c'est purement sociétal de conserver. Si vous considérez qu'on lutte tous les jours contre le vieillissement oculaire, contre le vieillissement cérébral, et dans ces conditions que le vieillissement ovarien est un vieillissement comme les autres, à ce moment-là, toute autoconservation est médicale. Et la limite, honnêtement, elle est extrêmement floue. La seule limite que je vois et qui m'inquiète beaucoup, c'est si on dit qu'il y en a une qui est bien, c'est la morale. Alors c'est bien. On le fait pour prévenir avant un cancer, et c'est mal si on le fait uniquement pour l'âge. Donc c'est la seule limite qui pourrait exister, mais ce n'est que mon opinion, donc je vais laisser ou Louis ou Pierre ou Frédéric dire qu'il y a une limite vraie, si vous le pensez, qu'il y a une limite floue, qui n'est pas floue. Pour moi, la limite est très floue entre le médical et le non médical. Bon, ils ne veulent plus répondre. Si, je ne vais pas me dérober, mais c'est encore une fois ce genre de... Moi, je fais de l'AMP depuis 40 ans. Enfin, j'en ai fait pendant 40 ans. Bon, l'exercice de ce type d'activité est complexe. La vie des gens est complexe. Leur motivation, le contexte, les circonstances dans lesquelles elles font les démarches, les technologies qu'on a à notre disposition sont complexes. Alors, j'ai rencontré dans ma carrière professionnelle un certain nombre de collègues, de confrères, de consoeurs, qui avaient une sorte de fascination pour la technologie. Et que, dès qu'une technique existait, on va l'appliquer, on va l'utiliser, larga manu. Et souvent, ça leur évitait de se poser les questions, et les vraies questions importantes pour la vie des gens. Donc, je ne sais pas que tout le monde a ce genre d'attitude, mais on a aussi, c'est un peu cette fascination de la dernière technologie. Et bon, y a pas, moi je ne crois pas qu'un règlement, une loi peut comme ça fixer des limites très précises. Il faut laisser une certaine responsabilité. Enfin, d'abord, il y a la liberté des personnes, il y a ce qu'ils pensent, les hommes, les femmes, et il y a la responsabilité des professionnels et la manière d'exercer. Alors, très précisément par rapport à votre question sur ces conservations médicales, à partir de quand considère-t-on que c'est une conservation médicale ou pas? À mon expérience, et aussi bien pour les conservations pour les hommes que pour les femmes, chez les personnes qui ont des cancers, qui vont recevoir des traitements anticancéreux, ne croyez pas qu'on fasse une conservation systématique chez toutes les personnes qui vont être traitées pour un cancer. La question, c'est de savoir si le traitement que cette personne va recevoir, en fonction de sa situation génitale et sa situation de santé,
a une bonne chance de l'aider à avoir un enfant plus tard parce qu'il y a un risque important que le traitement la stérilise, en sachant qu'il y a des réponses variables d'un individu à l'autre pour un même traitement stérilisant. Et donc, assez souvent, quand il y a des traitements anticancéreux, potentiellement stérilisants, ou peut-être stérilisants, la conservation n'est pas faite parce que le risque est jugé très minime ou trop peu important, et parce que aussi ces personnes ont des chances d'avoir une restauration de la fertilité, et que comme le dit Joël, il vaut mieux faire un enfant sous la couette, c'est-à-dire par procréation naturelle, que par tous ces parcours d'AMP dont Madame parlait tout à l'heure et qui sont effectivement pesants. Alors la petite différence par rapport à ce que tu as dit, c'est que tu parlais de grossesse spontanée, et que pour moi il n'y a pas de grossesse spontanée. Il faut un homme quand même pour concevoir un enfant. Il y a eu une seule grossesse spontanée il y a 2000 ans, et vraiment elle nous a coûté cher. Bonjour, je voulais vous remercier déjà pour la richesse du débat. Ma question, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. J'ai l'impression qu'il y a assez peu de place actuellement, en tout cas depuis le début de ce forum, à la place du père, ou en tout cas du rôle du parent numéro 2. C'est encore un argument aujourd'hui de dire qu'une femme a une carrière et que c'est pour ça qu'elle ne va pas avoir d'enfant ou qu'elle repousse l'échéance d'avoir un enfant. Peut-être que si le père ou l'autre parent avait la possibilité d'avoir le même congé ou la même place que celle qui enfante, ça équilibrerait ça et ça amortirait, entre guillemets, la volonté de la femme de repousser toujours l'échéance d'avoir un enfant. Voilà. Vous avez raison, mais en même temps, la majorité des études montrent que les femmes qui font l'autoconservation le font parce que le père leur manque. C'est la raison majeure qui est alléguée 6 jours, parce qu'elles ne veulent pas le faire seules. Et celles qui ne sont pas revenues dans la dernière enquête australienne qui vient de paraître, ils ont interrogé les gens pour savoir les femmes qui n'étaient pas venues reprendre leurs ovocytes. Et la raison majeure qui a été mise en exergue est parce qu'on ne veut pas faire un enfant toute seule et qu'on n'a pas trouvé celui dont on ne sait plus comment il faut l'appeler. Le père potentiel, le prince charmant, l'homme de leur vie, ce que vous voulez. Moi, j'avais une question qui me taraudait et je vous propose, Frédéric, un jeu de rôle. Je suis une patiente et vous m'avez correctement informé du risque que je prends en faisant une simulation de l'ovulation, du risque que je prends en faisant un prélèvement d'ovocytes, du risque que je prends d'échec. Et au bout de tout ça, je vous dis, oui, docteur Cutten, je veux quand même. Est-ce que vous m'interdisez de le faire ? Alors d'abord, on ne parle pas d'interdiction et d'autorisation, ça n'a pas de sens. En l'occurrence, si, dans la loi, ce n'est pas permis. Attendez. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. La FIV, l'AMP, c'est destiné à obtenir des grossesses au moment où on souhaite avoir une grossesse. Donc quelqu'un qui, comme ça, de façon hypothétique, demande à conserver des ovocytes, eh bien, la position actuelle, c'est que quand il n'y a pas de désir immédiat de grossesse, quand il n'y a pas de volonté d'avoir un enfant pour l'instant, eh bien, surtout si elle est jeune, elle peut attendre, elle peut trouver un conjoint et elle pourra faire une grossesse spontanée. Pourquoi, encore une fois, conserver des ovocytes alors que moins de 1% des femmes en auront finalement besoin et que ces moins de 1% n'ont aucune garantie que ça marche? Donc vous m'interdisez ? Je ne parle pas d'interdiction, ce terme est complètement frelaté. Je n'accepte pas votre demande parce qu'elle est trop jeune, parce qu'elle a d'autres possibilités, parce que c'est une technique difficile et qu'il est absolument important que la population féminine comprennent ce qu'on leur propose et peut-être ce qu'on veut leur imposer. Là encore, on est en train de proposer un nouveau modèle procréatif. Il faudrait que tout le monde préserve, il faudrait que ce soit la priorité. Or, dans la vie, peut-être qu'il y a d'autres priorités, peut-être qu'il y a d'autres façons de s'épanouir et qu'on peut attendre effectivement ce que la vie va proposer. Je voudrais juste te demander d'où tu sors ton 1%, Frédéric, parce que les femmes de 40 ans, c'est bien plus que 1%. Celles qui viennent nous...
conserve à 25 ans. 25 ans. Non, mais non, je veux dire qu'il y a beaucoup plus que 1% de femmes qui en auraient besoin. Oui, bien sûr que c'est trop tard, mais je veux dire qu'il y a sûrement beaucoup plus que 1% des femmes qui en auraient besoin, puisqu'il y a jusqu'à 30% de dames de plus de 38 ans. Et ces femmes-là, avec des ovocytes autoconservés, elles auraient infiniment plus de chance. Mais là encore, on ne parle pas des mêmes femmes. Il y a 800 000 accouchements par an. Il y a 800... Mais il y a moins parce qu'on est avant les grandes déflagrations mondiales, il y a des diminutions de fertilité, des diminutions de volonté de se reproduire. Et on n'est pas dans une période particulièrement rose et facile au niveau international. Bon, il y a 800 000 ou un tout petit peu moins accouchements par an. Il y a 800 demandes de dons d'ovocytes. Si on accumule, elles sont 2500 à attendre. Donc on est en dessous de 1%, c'est clair. Moi, la réflexion que j'avais à vous entendre, en vous écoutant la réflexion que je me faisais, c'est qu'en fait, on parle des femmes, elles n'ont qu'à réfléchir, souhaiter avoir un enfant plus jeune, mais de fait, les hommes non plus ne veulent plus d'enfants aussi jeunes. Mais eux, éventuellement, pourront peut-être trouver une femme plus jeune, c'est vrai. Mais en tout cas, non, mais j'insiste là-dessus parce que c'est quand même un problème d'égalité. Alors, on est encore à se dire que la femme ne peut pas disposer de son corps. On en revient toujours à cette question initiale de 1974. Là, vraiment, je suis étonnée de la teneur du débat, quoi. On est en 2017. Alors, je vais essayer de répondre à votre remarque, mais avant, je voudrais rebondir sur ce que disait Pierre Jaunet, c'est-à-dire qu'effectivement, la femme peut disposer de son corps, et effectivement, la conservation des ovocytes, c'est la suite de notre corps nous-mêmes des années 71. On est d'accord. Et donc, il y a également ce que Pierre Jaunet évoquait tout à l'heure, c'est la notion de responsabilité médicale. Et moi, je suis assez étonné, surpris, du peu de critiques qu'il y a de la profession médicale par rapport aux nouvelles technologies. Ce matin, on parlait par exemple de diagnostiquer sur l'embryon pour améliorer les taux de fécondation in vitro. Et heureusement, à la tribune, la personne qui était très compétente, je ne me rappelle plus son nom, mais Julie, oui, très compétente, a dit que cette technique n'avait pas montré la preuve de son efficacité. Et que les embryons pouvaient être même réparés, certaines anomalies pouvaient être réparées. Donc je crois que, et pour autant, tous les praticiens en France ont signé, enfin un certain nombre de praticiens ont signé une pétition pour demander à ce que cette technique soit employée. Et donc ça me fait rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Je crois que là on discute d'échelle de consultation de la relation médecin-patient, mais on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui est la loi du marché. Je reviens, excusez-moi, mais Didier Sicard parle de la gourmandise de la technique. Les professionnels sont gourmands de la technique. Moi, je suis chercheur, je suis très gourmand de trouver, d'avoir des découvertes. Mais je crois qu'à un moment donné, si on fait de la médecine, on revient dans le sens médical, et c'est pas du tout faire un obstacle sur l'autonomie de la femme, mais on revient à s'opposer le sens des choses, et la vraie réalité, c'est aussi de pouvoir critiquer parfois la technique. Moi, il y a 15 jours, j'ai lu dans la presse une femme qui racontait qu'elle avait conservé ses ovocytes à Barcelone et qu'elle était très contente parce que la clinique lui avait envoyé la photo des 10 ovocytes conservés, et 10 ovocytes conservés, ça ne fait pas un enfant. Je crois que, Marion, il y a deux autres questions, mais que d'abord vous vouliez répondre quand même. Oui, Frédéric, ça me fait penser à ces gynécos qui en ce moment reçoivent les femmes quand elles font cette demande, et ils leur disent non mais trouvez-vous un mec d'abord. Il faut le trouver. Enfin, il faut le trouver, il faut que ça soit le père potentiel. Et donc elles vont, qu'ils soient d'accord, et elles vont en Espagne dépenser entre 4 et 10 000 euros pour deux prélèvements. Si on le faisait en France de manière encadrée, légale, avec des médecins, par exemple avant 33 ans, ou même 35, remboursés par la sécurité sociale, mais ou payés en partie par elle-même, parce qu'après tout, c'est un choix, ça éviterait cette fuite vers l'Espagne ou la Belgique. Est-ce qu'on peut mettre... Pardon. Je crois qu'il y a encore des questions, Israël.
Bonjour, merci pour le débat. J'ai cru comprendre qu'une femme qui donne ses ovocytes peut quand même en conserver pour elle-même une partie, c'est ça? Du coup, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu d'hypocrisie à autoriser l'autoconservation de convenance par ce moyen, détourné en quelque sorte, mais pas pour toutes les femmes? Parce que finalement, la limite éthique est déjà franchie, et maintenant c'est juste une question de savoir si on étend la possibilité à toutes les femmes ou à juste celles qui donnent d'elles-mêmes en contrepartie, quoi. Un regard, pardon, je vais répondre parce que cette loi nous a beaucoup agité quand elle est parue, et elle ne nous a pas agité que nous dans les sécos, elle a agité également le ministère, parce que entre la rédaction de la loi, la promulgation de la loi et l'application des textes qui ont permis ça, il s'est passé 4 ou 5 ans. Ça veut dire que le malaise était présent. Et le malaise était présent, pourquoi ? Parce qu'à l'origine de cette disposition, les députés se sont fait influencer par des gens qui voulaient la conservation des ovocytes sans indication médicale. Et donc c'était un biais d'amorcer la conservation des ovocytes sans indication médicale. Et vous avez tout à fait raison, cette loi est totalement hypocrite et impossible, irréalisable. Je crois quand même que l'IGAS avait une bonne pensée quand ils ont proposé ça. Ils voulaient augmenter les donneuses d'ovocytes. Et je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, madame, mais je reconnais qu'on a plus de donneuses d'ovocytes maintenant parce qu'elles veulent autoconserver. Mais attention, c'est même pas la moitié. Jusqu'à 5, tout est pour le don. À 6, 5 pour le don, 1 pour elles. Et avec 1, on fait rien, c'est vrai, c'est complètement... Et c'est au-delà de 10 qu'on a le droit de diviser en 2. 10 ovocytes matures. Finalement, si je récapitule un peu la table ronde, les arguments contre ne sont pas des arguments éthiques, mais des arguments techniques et médicaux. Ou alors, je n'ai pas bien entendu, mais les arguments que vous avez déployés, bon, on est dans un forum de bioéthique, donc on cherche sur chacune des questions à voir quels sont les enjeux bioéthiques. Est-ce que je me trompe en disant que les arguments contre sont des arguments médicaux et techniques, et non pas éthiques? Alors, je pense que c'est la notion d'éthique qui doit être discutée. Et je pense que quand on parle en termes collectifs, et je parlerai d'éthique collective ou de choix politique qu'il va falloir faire, on dépasse très largement la technique. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé la question du nombre que ça représentait. Quand je vous ai présenté 400 000 femmes, nouvelles femmes qui atteignent l'âge de 30 ans, on met la conservation à 30 ans, admettons qu'il y ait 10% des femmes qui le fassent, ça fait 40 000. Donc c'est irréalisable. Donc qui va avoir le choix de faire ça? Donc ça répond à la question, enfin ça pose la question de la prise en charge, et c'est un vrai problème éthique, la prise en charge. Est-ce que ça va être équitable? Est-ce que ça va être juste? Quels sont les risques par la suite? Et puis l'autre problème éthique que Joël a introduit dès l'introduction, c'est qu'est-ce qu'on raconte aux femmes et quelle illusion on leur fait avoir. Et moi, c'est des questions éthiques, c'est pas des questions techniques. Alors, une courte réponse de chacun. Il y a encore une question qui permet Israël. Dernière question. Oui, je pense que quand l'enjeu est médical et quand il y a des injonctions médicales à prendre parti pour des traitements, eh bien, le bien fondé de ces traitements, les risques et les réussites possibles entrent dans la discussion éthique. Et je n'imagine pas d'éthique sans s'appuyer sur des conditions médicales favorables et au moins réfléchies et discutées. Pardon, Je voulais juste reprendre un peu les choses parce que en assistance médicale à la procréation, intraconjugale, couple hétérosexuel qui vient parce qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant, je reprends ce qu'a dit Joël tout à l'heure, le flou entre le pathologique et le sociétal, ou voilà, il est quand même très vague. C'est-à-dire qu'on prend quand même déjà en intraconjugal un certain nombre de couples qui n'ont pas véritablement de pathologie médicale à proprement parler. Donc ça, c'est déjà fait aujourd'hui, très clairement, et je pense que tous les FIVistes sont capables de le dire. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous dites ces femmes vont peut-être pas réussir à avoir cet enfant par cette autoconservation, mais c'est une chance supplémentaire, puisque cette femme de 40 ans qui va venir, elle peut tenter d'essayer d'avoir cette grossesse avec ses ovocytes conservés, et si ça ne marche pas,
elle passera éventuellement en don d'ovocytes. Aujourd'hui, elle passe directement en don d'ovocytes, donc il n'y a pas de... Et une patiente qui conserve ses ovocytes, elle a le choix de ne jamais les utiliser, elle a le choix de ne jamais les utiliser parce qu'elle va avoir un enfant sous la couette, et si de toute façon elle devait les utiliser, ça veut dire que de toute façon, même si elle n'avait pas conservé, elle serait passée par le biais d'une prise en charge d'AMP. Donc de tout ça, je n'arrive pas à comprendre, j'ai l'impression que tout est saucissonné, et si on saucissonne les choses, on peut faire dire des choses contradictoires. Oui, moi, c'est par rapport à la question que posait Israël Nizan. Tu évoquais les aspects éthiques et les aspects techniques. Et tu as raison, bon, je crois que sur le plan éthique, on est d'accord. Enfin, moi, je répète, il n'y a pas de bonne raison éthique pour refuser une autoconservation à une femme. Maintenant, il y a une autre dimension que j'ai essayé d'aborder, qui est ni éthique, ou qui est aussi éthique un peu pour moi, et qui n'est pas seulement technique, qui est le problème de la politique de santé publique qu'on va avoir dans ce domaine. Il ne faut quand même pas perdre de vue, et c'est là-dessus qu'on a aussi réfléchi quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi dans un certain nombre de pays européens. Qu'il y a à l'heure actuelle ce qu'on appelle l'industrie de la procréatique, et avec des trusts internationaux qui sont tout à fait prêts à investir dans ce type de domaine parce qu'il y a des sources de profit considérables à faire. Je vais vous citer aux États-Unis, par exemple, un organisme qui est un peu à l'interface des sociétés comme Apple, Facebook et des cliniques qui font l'autoconservation et qui s'appelle Progeny. Progeny qui se présente comme Fertility Benefits Company. Progeny, en mai dernier, a investi 10 millions de dollars pour développer cette activité dans des centres parce que c'était un investissement qu'il jugeait rentable pour l'avenir. On sait que ce type d'investissement, il y a des trusts internationaux qui ont des cliniques en Espagne, dans d'autres pays européens, qui sont prêts à investir le marché français quand il va s'ouvrir. Et je crois que là, il y a un vrai problème de responsabilité sociétale, qui est de savoir, oui, cette technique va être autorisée, mais dans quelles conditions elle va être réalisée. Et ça, je crois que c'est aussi un problème éthique. Et ça, je suis d'accord que c'est un vrai problème, mais alors il vaut mieux le faire chez nous, comme disait Corinne tout à l'heure, avec notre éthique. Et pour te répondre, Israël, moi je pense qu'il y a une seule question éthique, c'est comment l'autoriser, car je ne vois pas de raison de ne pas l'autoriser, sans l'encourager. Je crois que c'est la vraie phrase, et sans encourager excessivement. C'est ça qui va être pour moi le challenge des prochaines années, mais c'est pas gagné à mon avis. Il nous reste à remercier les participants de cette table ronde. Un grand merci à eux. Bravo.